Alors bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là ce matin pour ce séminaire général. On a le plaisir d'accueillir Sophie Sopa. Donc Sophie Sopa, elle travaille au LSCE, Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, nos voisins, à Lorme, depuis 2004. Donc elle est directrice de recherche du CEA, donc spécialiste de la chimie atmosphérique. Et donc, je n'ai pas prévu une longue introduction. Je peux juste dire qu'elle a été aussi récemment, jusqu'à très récemment, vice-présidente de l'Université Paris-Saclay en charge du développement soutenable. Et puis, elle a beaucoup travaillé au sein du GIEC. Je ne sais pas si elle va en parler un petit peu. Le sujet aujourd'hui, c'est changement climatique et qualité de l'air. Donc, merci beaucoup. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc des processus aussi bien chimiques que physiques, des composés qui ont aussi des temps de vie très très variés, certains qui vont rester quelques instants dans l'atmosphère, tout ce qui est radicalaire notamment, et d'autres qui peuvent rester des semaines, voire des années dans l'atmosphère. C'est le cas par exemple du méthane qui peut rester de l'ordre d'une dizaine d'années dans l'atmosphère. Et enfin, le dernier point à avoir en tête, c'est qu'il y a beaucoup de non-linéarité dans ce système. Par exemple, pour produire de l'ozone, on va avoir, cet ozone, il va se produire lors de l'oxydation des composés organiques en présence d'oxyde d'azote. On pourrait se dire, plus on va rajouter de ces composés, plus on va produire d'ozone. En fait, il y a un moment donné où le système sature et où, si on rajoute encore des oxydes d'azote, ça prend d'autres voies chimiques qui prennent le dessus. Et donc, on a aussi cette complexité qui est liée à un système qui est très fortement non linéaire. Donc, comment est-ce qu'on étudie cette chimie atmosphérique ? Alors, tous ces types d'études ne se déroulent pas nécessairement au LSCE, qui a une activité assez marginale sur la chimie atmosphérique. Donc cette chimie, elle est étudiée en laboratoire et un petit peu avec des méthodes théoriques, notamment des calculs ab initio, mais ça reste assez marginal. L'essentiel, c'est par des mesures empiriques dans des chambres de simulation, on met des composés et on regarde la manière dont ils réagissent, ce qui se produisent et les constantes cinétiques. Il y a toute une partie d'observation, donc d'observation in situ dans différentes stations du monde. Vous voyez ici la station en Antarctique. Et puis, on a également des mesures satellitaires, mais qui, en général, ne peuvent détecter qu'une petite partie des composés, ceux qui ont des chromophores et qui vont pouvoir, du coup, interagir avec le rayonnement. Et puis, l'autre outil essentiel qu'on utilise, c'est évidemment la modélisation. C'est ce qu'on fait en particulier au LSCE, où on a un modèle de climat dans lequel on a intégré cette chimie, ou en tout cas une représentation simplifiée de cette chimie pour regarder ses interactions avec le climat notamment. Donc de quoi est-ce que l'on parle quand on parle de pollution ? Alors ici, je vais vous parler uniquement de la pollution extérieure, même si aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux aussi sur l'exposition intérieure. Donc la pollution extérieure, d'après l'OMS, c'est la contamination de l'environnement par des agents physiques, biologiques ou chimiques qui modifient les caractéristiques naturelles de l'atmosphère. Donc quand on lit ça, on peut se dire que le CO2, puisqu'il vient modifier les caractéristiques de l'atmosphère, est un polluant. Pour les gens qui travaillent sur la pollution atmosphérique, on le considère pas comme tel, il n'a pas un impact direct sur la santé. Donc les polluants en général dont on parle sont ceux qui sont directement impactants pour la santé publique. Le premier d'entre eux, ce sont les particules dont je vais beaucoup vous parler et l'ozone. Donc je vais beaucoup vous parler des particules et de l'ozone, mais derrière il y a tout un tas de précurseurs qui pour certains sont aussi dangereux pour la santé. C'est le cas des oxydes d'azote par exemple ou du dioxyde de soufre. En ce qui concerne donc cet effet sur la santé, le point essentiel à retenir, c'est que contrairement à l'idée qu'on peut avoir que c'est essentiellement lié à des maladies respiratoires, aujourd'hui on sait en fait que ça affecte la vie tout au long de notre vie, depuis les processus fétaux jusqu'à la fin de notre vie, avec des maladies respiratoires, mais aussi des maladies, des impacts sur les AVC, sur le système nerveux et reproducteur, une suspicion aussi d'un rôle joué par exemple dans la maladie d'Alzheimer. Et aujourd'hui, l'OMS considère qu'il y a 99% de la population mondiale qui est exposée à des niveaux de pollution qui sont dangereux pour la santé, ou en tout cas qui sont excédentaires par rapport aux niveaux recommandés par l'OMS.
Et au-delà de ces effets sur la santé humaine, on a tout un tas d'effets, notamment sur les cultures et les écosystèmes. Donc l'ozone en particulier, qui est très oxydant, vient altérer la production céréalière. Mais on a également des problèmes d'eutrophisation ou des problèmes sur les écosystèmes qui sont liés aux composés qui vont être acides et qui vont derrière générer par exemple des pluies acides. Donc on a tout un tas de problèmes posés par la pollution et pas simplement des maladies respiratoires. Quand on regarde les sources en fait de pollution, donc ici on ramène les sources qui contribuent à la formation de particules, donc les PM2,5 sont les particules inférieures à 2,5 microns qui peuvent pénétrer notre système respiratoire, et d'ozone, on voit qu'on a des sources extrêmement variées et que ces sources ne sont même pas nécessairement les mêmes d'une région à l'autre du monde. Donc ce que vous voyez à chaque fois en blanc, c'est la composante qui est liée à des émissions naturelles. Et dans les autres couleurs, vous voyez par exemple Open Biomass Burning, qui va être les procédés de brûlis, notamment de résidus végétaux. Vous avez des sources liées au traitement des déchets, des sources liées à l'agriculture. Et puis beaucoup de sources qui sont liées à des processus de combustion. Donc la combustion, ça produit du CO2, ça produit aussi des particules et des oxydes d'azote qui vont derrière générer de la pollution. Et donc ici, ce que l'on voit, ce sont les sources pour les composés précurseurs de cette pollution, donc ceux qui sont directement émis. Et là aussi, on voit que d'un composé à l'autre, on ne va pas nécessairement avoir les mêmes sources qui vont être dominantes. Vous retrouvez en particulier ici, pour le black carbon et l'organic carbon, qui sont des composés particuliers, vous retrouvez un fort secteur résidentiel qui va être lié par exemple au feu de bois, enfin au chauffage que l'on va avoir chez soi, avec encore beaucoup de régions du monde où c'est de la combustion qui vient directement impacter très fortement la santé des populations. Mais même en Île-de-France, ça reste une source majeure de particules, les feux de bois résidentiels. Donc cette pollution, elle est aussi répartie de manière très hétérogène. Je vous disais au départ qu'en fait, on a des temps de vie très variés de cette pollution. Et pour les composés qui restent très peu de temps dans l'atmosphère, ils vont du coup être très concentrés là où on a des lieux d'émission et en proportion beaucoup plus faible là où on est éloigné des zones d'émission. Donc on le voit tout particulièrement ici par des données satellites pour les oxydes d'azote, où on retrouve bien les grands hotspots d'émissions d'oxyde d'azote, et on le voit ici en termes c'est une représentation très grand public sur la quantité moyenne de PM2,5, donc ces particules fines, où on voit une quantité très importante en Asie et en Afrique, avec aussi une contribution importante des soulèvements de poussière désertique dans ces régions. Et donc cette pollution, elle a aussi, en plus de cette forte disparité dans l'espace, elle a aussi évolué différemment dans les différentes régions du monde au fur et à mesure des politiques qui ont été mises en place pour la réduire. On voit ici les tendances en termes de particules fines à l'échelle mondiale entre 2000 et 2020. On voit une forte baisse de ces particules. Donc en vert sont les baisses notamment sur les États-Unis et sur l'Europe, et des augmentations encore importantes, notamment pour le sud asiatique. Et ici, on voit pour la charge troposphérique d'ozone, donc la quantité d'ozone dans toute la troposphère, on a eu une augmentation continue depuis la période pré-industrielle sous l'effet de l'augmentation de nos émissions. Donc là, c'est en moyenne à l'échelle mondiale. Mais ici, quand on regarde les tendances depuis 1994, on voit qu'on a des choses qui sont très hétérogènes dans l'espace, suivant les régions du monde, ce qui reflète la mise en place successive de politiques de qualité de l'air à des périodes différentes dans le monde. Ce que l'on voit ici, en fait, c'est aussi par région du monde. Donc ici, issu de données de carottes de glace, on voit l'évolution de certains types d'aérosols. Donc ici, les sulfates, et ici, le carbone suie issu de la combustion. Donc on voit aussi des changements qui se déroulent à des
périodes différentes pour les différentes régions du monde. Et ici, pour les oxydes d'azote sur les derniers 20 à 30 ans, où on voit aussi qu'on a eu une très très forte augmentation en Chine, notamment de ces oxydes d'azote, avec une prise de conscience et des efforts pour le réduire dans les dernières années, tandis que dans les pays notamment d'Europe, ces efforts avaient été faits un petit peu avant, donc on ne le voit pas sur les tendances. Donc même si on a des baisses importantes aux États-Unis, en Europe, de ces polluants, l'Agence européenne de l'environnement indique qu'on a encore quand même une très forte exposition avec 97% de la population urbaine en Europe qui est exposée à des niveaux trop élevés de particules fines. On voit ici la répartition des populations exposées. Une répartition encore très importante au NOx, en particulier pour toute la région des Pays-Bas, du nord de l'Italie et de l'est de l'Europe. Et puis une exposition à l'ozone importante. On voit là qu'on a un gradient latitudinal qui est lié au fait que l'ozone en fait est produite sous l'effet du rayonnement solaire. C'est ce qui amène l'énergie qui permet aux réactions chimiques de se dérouler, et donc on a plus de production en Espagne notamment et en Italie. Donc il faut des précurseurs, mais il faut aussi de l'ensoleillement pour produire de l'ozone. Donc qu'est-ce qui lie pollution de l'air et climat ? Donc ce qui lie ces deux problématiques, ça va être d'une part le fait que les changements physiques qui sont liés au changement climatique vont affecter les conditions dans lesquelles se déroule cette chimie, et ça va affecter aussi la dispersion éventuellement de la pollution chimique. On a un autre lien qui est le fait qu'on va le voir, la pollution agit aussi sur le climat avec certains composés qui peuvent conduire à du réchauffement, d'autres à du refroidissement de l'atmosphère. On a un lien via le fait que la pollution agit, je vous l'ai dit, sur la biosphère. La biosphère, c'est le puits de CO2, et donc en altérant la biosphère, la pollution vient aussi altérer ce puits de CO2. Donc là, c'est un lien très indirect, une rétroaction, mais dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Et puis enfin, on le verra, et c'est important pour les politiques qui sont menées, on a beaucoup de composés qui sont émis par les mêmes sources, et en particulier toutes les sources de combustion. Et donc lutter contre l'un ou l'autre des problèmes, c'est forcément avoir aussi une action sur le second. Donc comment est-ce que le changement climatique impacte la pollution ? Donc d'une part, le changement climatique, il va impacter la température de surface. Il peut aussi modifier la position des grands courants de circulation atmosphérique. Il peut modifier les situations, par exemple, de blocage atmosphérique, où on a une stagnation des masses d'air qui va être favorable à un enrichissement en termes de pollution. Et puis il va modifier les précipitations, et les précipitations, derrière, c'est ce qui va permettre le dépôt, notamment des particules fines. Donc en modifiant les précipitations, le changement climatique vient aussi modifier la donne en termes de pollution. Donc un petit point de rappel, même si j'ose espérer que vous êtes quand même familier avec ce point-là. Donc aujourd'hui, on sait que la poursuite de nos émissions de gaz à effet de serre va contribuer à une amplification du réchauffement climatique pendant encore au moins 20 ans. Donc dit autrement, même dans les scénarios les plus optimistes en termes de décarbonation, on ne peut pas arriver à des émissions nulles de CO2 avant au moins une vingtaine ou trentaine d'années dans les scénarios les plus optimistes. Tant qu'on n'arrive pas à net zéro CO2, qu'on rajoute du CO2, on rajoute du réchauffement atmosphérique, et c'est la raison pour laquelle, même dans les scénarios les plus optimistes, on a une amplification de ce réchauffement. Et puis en deuxième partie de siècle, on va avoir des trajectoires très différentes suivant la capacité qu'on aura eu à mettre en place la décarbonation ou pas dès cette décennie. Donc le point à retenir, c'est qu'on a de toute façon une amplification. On devrait dépasser 1,5 degré de réchauffement mondial au début de la décennie 2030. 2 degrés, ça n'est pas encore certain, ça dépendra de notre capacité à décarboner. Et
Donc ce que l'on fait pour analyser les conséquences du réchauffement climatique, c'est qu'on réfléchit beaucoup en termes de niveau de réchauffement mondial et on regarde pour différents niveaux de réchauffement mondial quel est l'impact sur, par exemple, dans le cas présent, le changement d'ozone. Donc on voit comment le réchauffement à 1 degré a pu modifier l'ozone de surface et comment à différents niveaux, ici 1,5 degré, 2 degrés, 2,5, on vient modifier l'ozone. Donc ici, c'est en prenant en compte uniquement sur cette carte le changement climatique sans changement de nos émissions de précurseurs. Et ce que l'on voit, c'est tout d'abord des grandes zones bleues où on a une diminution de l'ozone sous l'effet du changement climatique. Ça, c'est lié au fait que sous l'effet du changement climatique, on a plus de vapeur d'eau qui peut être contenue dans l'atmosphère qui est plus chaude. Et la vapeur d'eau, elle contribue à la destruction de l'ozone. Et en même temps, on voit sur les régions qui sont très productrices d'ozone, qui sont très polluées, que là, au contraire, on a une pénalité qui est liée au changement climatique, parce que dans ces régions, ce qui va dominer, ça va être l'effet d'augmentation de la température qui vient booster la chimie. Donc on a des effets contrastés, mais avec une pénalité sur les zones très productrices d'ozone. Sur les particules, je ne vous le montre pas ici, on a quelque chose qui est très brouillon, parce que les modifications en fait, des précipitations sont très hétérogènes et du coup il en résulte des résultats très hétérogènes et on n'arrive pas à une conclusion nette sur est-ce que cette modification du climat va augmenter ou au contraire abaisser la quantité de particules fines. Donc ça c'est purement le changement climatique dont on peut dire qu'il a des effets mitigés sur la pollution atmosphérique. Mais l'un des points sur lequel on insiste dans le rapport du GIEC, c'est le fait que le principal moteur de l'évolution de la pollution dans le futur, ça va vraiment être les émissions. Donc les émissions, soit que l'on génère par nos activités anthropiques et sur lesquelles on a des leviers au travers de politiques publiques pour les baisser, ou les émissions naturelles qui dépendent le plus souvent de facteurs climatiques et dont là on a beaucoup de difficultés à savoir dans quel sens ça va évoluer dans le futur. J'y reviendrai dans un instant. Donc ici, ce que vous voyez, c'est l'évolution entre 2020 et 2100 pour différentes régions du monde de la quantité, là aussi, d'ozone de surface. Et on voit que suivant les scénarios, donc les hypothèses qu'on fait, on peut avoir soit des augmentations très importantes, comme dans ces scénarios de la pollution à l'ozone, ou au contraire des baisses très importantes. Et encore une fois, le levier là, c'est vraiment les hypothèses en termes d'émissions et pas tant le changement climatique qui est dans chacun de ces scénarios. Et donc je vous disais, derrière, il y a beaucoup d'incertitudes sur la réponse des émissions naturelles. Donc en particulier, une grosse source, je vous disais au départ, d'émissions de composés organiques, c'est la végétation. Ces émissions, elles sont liées à la quantité de rayonnement et à la température. Donc on pourrait se dire, dans le futur, avec des températures plus élevées, on va complètement augmenter ces émissions, mais en pratique, quand on regarde dans des analyses en chambre, on voit que la concentration de CO2 vient aussi jouer dans le processus et peut inhiber ces émissions. On a aussi le fait que dans un monde futur plus chaud, où on a une très forte pression sur les écosystèmes, on a un stress sur les écosystèmes qui peut aussi faire qu'on a moins de ces émissions biogéniques. Donc ça, ce sont des émissions pour lesquelles on ne sait même pas dire quel va être le sens du changement dans un climat qui se réchauffe. De la même manière, on a des émissions naturelles, par exemple, liées aux éclairs dans l'atmosphère qui produisent des NOx. Et ça, on ne sait pas dire si c'est quelque chose qui, sous l'effet des modifications de la convection, va conduire à une augmentation ou à une baisse des émissions. Donc là, on a une inconnue importante. Et puis, il y a une autre inconnue, mais dont on voit quand même aujourd'hui déjà qu'elle vient complètement contrebalancer dans certaines régions les efforts qui ont été faits pour améliorer la qualité de l'air. Ce sont les émissions par les feux de forêt. Donc les feux de forêt, les conditions qui conduisent à ces feux sont beaucoup plus probables dans un climat qui se réchauffe, même si évidemment l'étincelle, le point de départ du feu, c'est lié
lié aussi à la proximité de nos activités anthropiques, et on a des manières de limiter ces feux. Malgré tout, aujourd'hui, on voit dans certaines régions, comme ici en Californie, que même avec des méthodes d'adaptation, on n'arrive pas à juguler l'augmentation de ces feux. Et ça pose aujourd'hui des problèmes de qualité de l'air aigus, notamment aujourd'hui aux États-Unis, en Californie, où ça vient complètement contrebalancer tous les efforts qui ont été faits jusqu'à présent pour amoindrir la quantité de particules. Donc comment est-ce qu'en retour les polluants, eux, agissent sur le climat? Donc on émet, je vous l'ai dit, des polluants, ça se transforme, ça vient modifier la composition atmosphérique, et on va le voir, ça va agir d'une part directement sur le forçage radiatif par interaction avec le rayonnement, et d'autre part au travers de modifications des nuages, et ça va avoir différents impacts sur le climat, sur la température, mais aussi sur d'autres paramètres. Donc les gaz à effet de serre, vous le savez, en fait, agissent en capturant du rayonnement qui est réémis par les surfaces. Les aérosols sombres, comme les particules de suie, eux, ils vont agir avec le rayonnement incident. Et ils vont conduire à un réchauffement dans la couche où ils absorbent et un refroidissement en dessous. Mais au final, quand on regarde tout ça une fois moyenné, on est plutôt à l'échelle globale sur un réchauffement de ces particules. On a des particules qui, elles, vont pouvoir agir avec ce rayonnement incident et qui vont induire un refroidissement par la diffusion de ce rayonnement incident, mais qui vont aussi agir parce que ce sont des noyaux de condensation pour les nuages. Et donc le fait d'avoir plus de ces particules fines va modifier le nombre de gouttelettes dans les nuages, et donc va modifier les propriétés des nuages, les propriétés réfléchissantes des nuages. Ça va également modifier le temps de vie de ces nuages, puisque plus les gouttelettes vont être petites, plus il va falloir des conditions importantes pour que ce nuage précipite. Donc on a ces interactions qui sont assez complexes à modéliser, et ces interactions de ce type de particules, donc en premier lieu les sulfates, c'est de refroidir en fait l'atmosphère. Et puis je vous disais, il y a certains de ces composés qui sont formés par des précurseurs. C'est le cas notamment du monoxyde de carbone, des oxydes d'azote, des COV. Donc eux n'ont pas d'action sur le rayonnement ou sur les nuages, mais parce qu'ils conduisent à la formation de composés qui ont une action, on considère que ce sont des forceurs climatiques, même si leur effet est indirect. Donc quel est le résultat final de toutes ces interactions? Donc si on regarde les émissions qui ont eu lieu entre l'époque pré-industrielle et aujourd'hui, donc l'ensemble des changements de concentration, on a montré dans le rapport du groupe 1 que les changements qui sont liés aux activités humaines sont le fruit de l'ensemble du réchauffement que l'on observe. Donc aujourd'hui, on observe 1,1 degré de réchauffement pour la dernière décennie, et ce réchauffement de 1,1 degré, qui est donc totalement lié à l'influence humaine. Il est lié d'une part à l'augmentation des gaz à effet de serre, donc le CO2 et d'autres gaz à effet de serre comme le méthane et N2O, et d'autre part à un signal de refroidissement qui est essentiellement piloté, on va le voir, par ces particules de pollution. Et donc il y a un rôle quand même très significatif aujourd'hui dans le système, puisqu'il masque environ un tiers du réchauffement qui est lié uniquement aux gaz à effet de serre. Donc quand on regarde ce qui se cache derrière ces deux grandes barres, on a des émissions de tout un tas de composés, dont une grande partie dont je vous ai parlé, qui sont ceux avec une petite croix, qui sont des composés qui agissent sur la pollution également. Donc on va voir qu'on a le méthane, les oxydes d'azote dont je vous ai parlé, les composés organiques, tout ce qui va être particulaire ici, donc notamment le dioxyde de soufre qui donne des sulfates particuliers, et le carbone suie. Et donc, si on regarde un peu plus précisément, donc ici, on est sur des composés émis, c'est ce sur quoi on a vraiment la main au travers de politiques publiques, mais ce n'est pas forcément eux qui agissent sur le climat. Et donc,
si on regarde ce qui se cache derrière cette figure, donc on a un très fort signal de réchauffement du CO2 qui est émis sous la forme de CO2, qui agit sous la forme de CO2 sur le rayonnement. On a ensuite un très fort signal qui est lié au méthane. Le méthane, donc, qui est émis sous cette forme de méthane, il agit directement parce que le méthane est capable d'absorber le rayonnement infrarouge, mais il agit également sur lui-même parce qu'en fait, il va, en s'oxydant, consommer le plus fort oxydant atmosphérique. Et donc, en consommant ce fort oxydant, il vient changer aussi son propre temps de vie. Donc, il a un effet indirect sur son temps de vie qui accroît encore son effet. Et surtout, le méthane, quand il est oxydé en CO2 dans l'atmosphère, il produit de l'ozone qui contribue donc significativement à ce signal de réchauffement. Et après, on voit qu'on a d'autres composés qui vont agir au travers de l'ozone ou de la manière dont ils viennent modifier le temps de vie du méthane, avec des effets parfois complexes comme les oxydes d'azote qui en même temps produisent l'ozone, en même temps viennent diminuer le temps de vie du méthane. Et puis on a ici les contributions des particules dont on voit à chaque fois qu'on a une barre qui est plus grande en violet foncé, qui sont les interactions au travers des nuages, qui sont le phénomène dominant d'action des particules sur le climat. Donc quand on voit ça, on peut se dire finalement on a tout intérêt à ne pas trop lutter contre la pollution si l'objectif c'est vraiment le climat. En pratique, il faut bien garder en tête que la température, ça n'est qu'un des éléments qui nous permet de jauger du changement climatique. C'est celui qui permet notamment les accords internationaux. Mais évidemment, on ne peut pas résumer le climat à la seule température. Et on a un effet très important du changement climatique sur les précipitations mondiales. Et les aérosols jouent un rôle important sur ces modifications de précipitations. On pense en particulier que cette augmentation des aérosols dans l'hémisphère nord explique le déplacement de la ceinture des pluies tropicales et c'est ce qui a contribué à la sécheresse au Sahel dont on a tous... pour les plus anciens d'entre nous dans cette salle, étaient témoins dans les années 70-80. Donc, se dire simplement qu'on va garder ces aérosols est évidemment pas une bonne idée, ni en termes de santé publique, ni si on regarde d'autres critères qui sont extrêmement importants pour le climat. Les moussons, c'est vraiment quelque chose qui est déterminant pour plus d'1 milliard d'humains en termes de capacité à mener l'agriculture dans leur région. Donc évidemment, cette modification de la mousson est un point essentiel qui est regardé dans l'évolution du climat. Un point dont je vous ai à peine parlé, c'est cette différence de temps de vie des composés dans l'atmosphère. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est donc ici c'est une figure synthétique avec des temps de vie tout à fait artificiels de composés. C'est que les composés agissent au-delà de leur temps de résidence dans l'atmosphère parce qu'en fait, ils vont contribuer à stocker de l'énergie qui, même quand ils auront disparu, va rester dans le système. Donc, on a un effet quand on modifie la concentration des composés qui intervient plus longtemps, plus tard que le temps de vie du composé. Et ce que l'on voit ici, c'est l'effet d'un pulse d'1 an d'émission. C'est-à-dire si on prend l'atmosphère telle qu'elle est et qu'on rajoute une année entière d'émission et qu'on arrête, qu'est-ce qui se passe au bout de 10 ans et qu'est-ce qui se passe, quel est le réchauffement au bout de 100 ans. Ce que l'on voit ici, c'est qu'on a une réponse, si on prend 1 an de toutes nos émissions mondiales, on a une réponse qui est très forte après 10 ans, et ça, en grande partie à cause de la modification du méthane, qui est un composé qui pour à quantité égale avec le CO2, va absorber beaucoup plus de rayonnement, mais qui va rester qu'une dizaine d'années dans l'atmosphère. Donc si on regarde notre pulse d'émission, l'effet qu'il a eu sur la température va être
très largement dominée par le méthane, si on regarde au bout de 10 ans, et contrebalancée en grande partie par les aérosols qui vont venir refroidir. Si on regarde au bout de 100 ans, la réponse en termes de température est là essentiellement pilotée par le CO2 dont une partie va rester pendant des millénaires dans l'atmosphère. Donc cette différence de temps de vie des espèces, elle induit derrière des possibilités aussi pour agir contre le réchauffement à plus ou moins court terme, et en particulier si on agit sur le méthane, on peut espérer diminuer le pic de réchauffement auquel on s'attend dans la décennie qui vient. Enfin, qu'on espère dans la décennie qui vient. Donc, quelles sont les interactions entre la régulation pour la qualité de l'air et la régulation pour le climat? Donc, ce que conclut le rapport du GIEC, le rapport spécial 1.5, c'est que, évidemment, pour aboutir à ce monde soutenable, on a besoin de transition profonde dans la manière dont on produit de l'énergie et dans également l'usage qu'on fait des terres, du territoire, avec des leviers technologiques de maîtrise sur la demande et des solutions, en particulier pour l'adaptation, fondées sur la nature. Si on regarde plus précisément les leviers qui sont identifiés par le rapport du groupe 3, donc celui qui s'intéresse à l'atténuation, ce rapport dit qu'on peut diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, enfin qu'on pourrait, si on utilisait tous les gisements disponibles, c'est-à-dire qu'on déploie l'ensemble des technologies qui sont relativement peu coûteuses là où il est possible de les déployer d'ici à 2030. Et on voit que le plus gros potentiel est évidemment dans la modification de la manière dont on produit l'énergie, ensuite l'usage des terres, et après des changements qui vont être importants, notamment dans les villes, dans la manière dont on construit et rénove les bâtiments et dans l'organisation qu'on fait des transports. Ces différents secteurs, ce sont également des secteurs qu'on retrouve dans les sources que je vous ai montrées de pollution. Et donc, on voit bien ici qu'on va avoir un effet, si on agit sur ces secteurs, direct sur la pollution. Ce que dit le rapport de synthèse du GIEC, c'est que les co-bénéfices en santé de la mise en place des différentes solutions d'atténuation sont extrêmement importantes, avec des co-bénéfices au travers de l'amélioration de la qualité de l'air qui peuvent, en termes monétaires, avoir un bénéfice monétaire supérieur au coût de l'atténuation. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes agents qui récupèrent l'argent. Dans un cas, c'est une économie pour le système de santé publique. Ceux qui, évidemment, ont à investir ne sont pas forcément les mêmes agents dans le système économique. Et donc, si on regarde plus précisément ce qu'il en est des différentes mesures d'atténuation, donc quand on veut lutter contre le changement climatique, on va avoir des politiques qui vont lutter contre les émissions de CO2, de N2O, des CFC et du méthane. Un point à retenir, c'est que le méthane étant un précurseur de l'ozone troposphérique, si on met en place ces politiques, on va avoir du coup aussi un bénéfice pour la santé et pour l'agriculture. Donc ce méthane, il joue vraiment un rôle clé, et comme il reste qu'il reste qu'une dizaine d'années dans l'atmosphère, il est aussi un levier important pour les bénéfices à court terme, à relativement court terme sur la température. Si on regarde maintenant les actions pour la qualité de l'air, là on voit qu'on a des composés à la fois réchauffants et refroidissants, et donc on peut aussi avoir une pénalité climatique en termes de température liée à la baisse de certains de ces composés. Mais comme je vous l'ai dit, il y a cet effet sur les précipitations, donc il ne faut pas juste raisonner en température. Et puis on a des effets croisés où les mesures qu'on va prendre pour limiter tel ou tel composé, qui vont agir sur des secteurs, vont avoir des effets croisés sur les autres secteurs. Et donc en particulier, on a peu d'exemples d'antagonisme où on fait des politiques pour améliorer le climat et où ça dégrade la qualité de l'air. On a quelques actions pour lesquelles ça peut être le cas, notamment si on pousse pour un remplacement de véhicules essence vers du diesel, ou si on encourage le chauffage au bois
On sait que ce sont des choses qui ont des conséquences en termes sanitaires derrière, mais si on envisage la décarbonation comme quelque chose de beaucoup plus généralisé et global, dans lesquels les bioénergies ne sont pas utilisées à des échelles individuelles, mais dans des grosses usines qui éventuellement récupèrent le carbone en sortie, on a un bénéfice là qui est vraiment pour les deux problématiques. Et donc juste un dernier point sur les trajectoires futures. Donc tout à l'heure, je vous montrais l'évolution en température qui était liée à 5 grandes trajectoires futures qui sont celles qu'on a beaucoup utilisées dans le rapport du groupe 1. Ici, vous voyez les émissions qui se cachent derrière. Donc ces émissions, elles résultent de scénarios où on fait des hypothèses en population, en technologies disponibles et aussi en grandes hypothèses géopolitiques éventuellement d'entraide entre les pays. Donc vous voyez qu'on a des scénarios avec des très fortes baisses d'émissions de CO2, une stagnation puis une baisse ou des très fortes augmentations. Derrière, en fait, ça ne présage pas de l'évolution pour les polluants atmosphériques qui vont avoir, eux aussi, un effet des politiques propres à la pollution. Et donc, par exemple, on peut imaginer, et c'est le cas dans ce scénario, un monde où on a peu d'efforts, voire pas d'efforts pour atténuer le changement climatique, mais où on fait un contrôle important sur la pollution de l'air. Et donc, il n'y a pas forcément corrélation en termes d'évolution du CO2 et des polluants. C'est ce que vous voyez ici, par exemple, pour le SO2, qui n'a pas une hiérarchie qui suit la hiérarchie pour le CO2. Et donc, je vais vous passer rapidement cela. Mais la conclusion dans l'analyse des scénarios, c'est que finalement, on a des bénéfices en santé et en qualité de l'air, et en climat, si on a des politiques qui visent les deux problématiques. Si on vise que réduire la pollution, mais dans un monde où on augmente énormément l'agriculture et l'usage des fossiles, même en ayant des politiques très ambitieuses du point de vue de la santé, on n'arrive pas du tout à obtenir les mêmes résultats de baisse de la pollution. Un point important à avoir en tête, c'est que donc, même si ces composés jouent un rôle important, ce qui fait le réchauffement à la fin du siècle, ce qui fera qu'on sera plutôt à 1,5 degré ou à plus de 4 degrés de réchauffement, c'est vraiment le CO2 qui a un effet cumulatif. Et donc, même si on a des politiques, notamment sur le méthane, pour essayer de réduire le pic de température à court terme, il n'empêche que derrière, on doit absolument, à un moment donné, réussir à être à net zéro CO2 si on veut vraiment juguler le réchauffement climatique. Donc pour conclure, on a des améliorations de la qualité de l'air induites par la décarbonation, mais elles ne sont pas toujours suffisantes pour arriver aux directives de l'OMS. Et il y a des régions, en particulier les régions très polluées dans le monde, qui nécessitent d'avoir des politiques vraiment dédiées à la pollution de l'air. Par exemple, l'implémentation de pots catalytiques sur les véhicules tels que ce qu'on peut avoir en Europe, la réduction des brûlis agricoles pour certaines régions. Et on a certaines politiques qui sont faites pour atteindre les objectifs de développement durable, qui permettent aussi d'avoir des avantages très significatifs sur la pollution, en particulier tout ce qui va être le traitement des déchets, qui amène un gain vraiment très très important sur différentes facettes du développement et notamment la santé. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que donc, pour toutes les options d'atténuation qui sont évaluées dans le rapport du groupe 3, il y a une évaluation éventuellement des synergies ou des antagonismes avec les problèmes de santé ou de développement, mais à la lecture de ce que l'on peut avoir dans la littérature, sachant que la littérature qui montre les impacts négatifs sur la santé de certaines technologies qui sont en train d'émerger sont en général parcellaires, et donc il y a aussi des endroits où on n'a simplement pas forcément de données ou de connaissances des conséquences sanitaires du déploiement de certaines technologies. Donc c'est un point vraiment important à avoir en tête.
Et donc, pour conclure, on a besoin de politiques intégrées qui regardent à la fois le changement climatique et la qualité de l'air, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. C'était pas géré nécessairement par les mêmes organismes et pas aux mêmes échelles. Et on a un composé, le méthane, qui est vraiment une stratégie gagnant-gagnant à la fois pour la qualité de l'air et pour le climat. Et juste donc pour finir, on a donc ces effets de pollution qui sont évidemment concentrés dans les milieux urbains. Ces milieux urbains, c'est aussi des endroits où on a des effets exacerbés du changement climatique. Donc à la fois parce qu'on a des îlots de chaleur liés aux matériaux pour construire les villes, parce qu'on a des effets aussi d'exacerbation sur les inondations, et on a des grandes vulnérabilités avec des très grandes populations aujourd'hui qui sont dans des habitats informels, une vulnérabilité liée au fait qu'on a des centres de transport et d'information qui sont colocalisés. Et donc il y a un enjeu très très important sur ces milieux urbains. C'est la raison pour laquelle le prochain rapport spécial du GIEC traitera spécifiquement des villes et du changement climatique et intégrera évidemment une composante importante sur cet enjeu croisé pollution de l'air et climat. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour votre talk, c'était très intéressant. Et j'ai une question, c'est vis-à-vis du chauffage au bois. Donc si j'ai bien compris, il ne faut pas prendre en compte que le CO2, même s'il est prépondérant, on a aussi d'autres types de pollution et des effets croisés où on peut avoir l'amplification ou la réduction. Et donc on dit souvent que le chauffage au bois peut être une certaine solution, enfin peut être vu comme une solution pour le chauffage, puisque c'est à peu près neutre en émissions nettes de CO2, mais du coup avec cette autre cette autre pollution qui doit être prise en compte, est-ce que ça peut quand même être vu comme une solution en soi ? Alors il y a chauffage au bois et chauffage au bois. Ce qui est recommandé aujourd'hui par l'ADEME, c'est déjà de ne plus avoir des foyers ouverts, mais des choses qui sont beaucoup plus efficaces. Donc ça change quand même les choses. Mais malgré tout, en Île-de-France, aujourd'hui, il y a un problème important lié au chauffage au bois. En fait, les particules aujourd'hui ne sont plus essentiellement liées aux véhicules, mais en grande partie liées l'hiver au chauffage au bois et au printemps aussi à de l'épandage d'azote qui fait des particules azotées. Et donc c'est un problème important dans les zones où il y a une forte concentration d'habitat. C'est le cas aussi dans la vallée de Chamonix où ils ont des problèmes très importants de pollution liés à la combustion du bois. Donc là on voit qu'on est face à un antagonisme où en même temps, oui, pour le climat, effectivement, c'est du carbone qui a été pris récemment à l'atmosphère, qui est rejeté, donc c'est neutre en carbone. Ça peut être pertinent dans des endroits où l'habitat est relativement dispersé. En ville, ça pose des soucis. Après, dans ce qui est envisagé comme technique d'atténuation de nos émissions dans le rapport du groupe 3, il y a une partie de biomasse, mais c'est souvent de la biomasse sous forme de bioénergie ou dans des usines où on récupérerait le CO2 pour l'enfouir, et du coup c'est des usines où on peut espérer avoir aussi des systèmes de filtration plus efficaces que quand vous avez des sources ponctuelles individuelles où là vous ne pouvez pas être derrière chacun pour vérifier les réglages de chaque appareil. Ok, d'accord. Merci. Merci beaucoup pour le talk. J'avais une question. Vous disiez du coup ces politiques où on va devoir peser sur la partie pollution de l'air et dérèglement, enfin température, réchauffement climatique. La tendance actuelle des politiques déjà mises en place ou qui vont être mises en place, c'est plutôt quoi ? C'est plutôt il y a une tendance ou est-ce que c'est... Alors historiquement, la pollution de l'air est un problème qui a été pris à bras-le-corps déjà depuis plusieurs décennies en Europe et aux États-Unis. On a une baisse continue de la quantité de particules en Europe et en France notamment. Donc c'est des choses qui sont pour lesquelles il faut sans cesse redoubler d'efforts, mais où quand même il y a eu beaucoup d'efforts et de politiques publiques qui ont été faites. Pour l'ozone, c'est plus difficile parce que ça interagit aussi avec
d'autres points de pollution et avec le méthane, et donc c'est un polluant qui ne baisse pas, mais il y a déjà des efforts importants et significatifs qui sont faits pour la pollution de l'air. Après, comme je le disais, il y a des synergies, c'est-à-dire que si on s'attaque aux véhicules thermiques en ville, pour des questions, par exemple, de décarbonation, on a un bénéfice immédiat en termes de qualité de l'air, puisqu'on a beaucoup moins de sources de particules et d'oxyde d'azote. Après, aujourd'hui, il y a une nécessité d'avoir une vigilance particulière sur d'autres formes de pollution qui apparaissent aussi liées parfois à certaines technologies et pour lesquelles on manque encore d'informations. Donc ce qui est important, après c'est pas nous scientifiques qui décidons face aux différents antagonismes, mais c'est à nous d'être transparents pour les politiques sur les avantages et inconvénients de chacune des mesures. Après, la pollution est quelque chose aussi qui est relativement réversible. Si on éteint les sources de polluants, on a très rapidement plus de ces polluants dans l'atmosphère. Ça a été le cas, par exemple, quand il y a eu le lockdown, j'ai perdu le nom en français, pendant le Covid, on a vu des baisses de pollution dans de nombreux endroits, alors pas sur tous les polluants, mais sur une grande partie, alors que dans le cas du CO2, à chaque fois qu'on rajoute du CO2, on en rajoute pour des millénaires avec certaines conséquences qui sont aujourd'hui déjà irréversibles et dont l'aggravation est irréversible, comme la montée du niveau des mers. Donc c'est aussi, est-ce qu'on veut un bénéfice immédiat en termes de santé publique au détriment de quelque chose qui va peser sur les générations futures de manière extrêmement forte? Mais ça, c'est aux politiques de prendre ces décisions et à nous d'être transparents sur les avantages et inconvénients de chacune des décisions. Encore une fois, il y a déjà des choses gagnant-gagnant, comme la baisse du méthane, sur lesquelles il n'y a aucune question à se poser, qui en plus, pour certaines baisses qui sont liées au colmatage des pipelines qui distribuent le gaz naturel, c'est même un bénéfice financier pour les firmes qui produisent des énergies fossiles. Donc là, déjà, si on s'attaquait à ce qui est relativement facile, ça aurait un bénéfice sur les deux problématiques. Bonjour et merci pour votre talk. J'ai deux questions en fait qui me viennent en tête. La première, c'est est-ce qu'on connaît une estimation du coût pour les pouvoirs publics associé à la pollution de l'air? C'est ma première question. Et puis ma deuxième question, c'est au niveau personnel, ici en Île-de-France, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité de l'air? Je crois que j'ai des idées assez claires pour mes émissions de carbone. Je n'ai pas les idées très claires en fait sur la façon dont personnellement on peut agir pour améliorer la qualité de l'air. Alors sur la partie estimation du coût de la pollution de l'air, ce n'est pas des chiffres que j'ai en tête, mais c'est des choses qui se font de manière usuelle. Alors après, faut bien comprendre que dans la partie traduction en coût, il y a une hypothèse aussi du coût de la vie humaine qui vient aussi driver énormément la somme finale qui est affichée. Donc ça, ce sont des choses qui sont usuelles dans les analyses de coûts des problèmes environnementaux, mais qui peuvent des fois, quand on vient du monde plus rationnel de la chimie ou de la physique, sembler un petit peu étrange. Mais en tout cas, on a des estimations du coût de la pollution de l'air, et c'est la manière du coup dont on peut dire que le coût de l'atténuation est vraisemblablement, au moins en Europe, inférieur au coût de la pollution de l'air. Que le coût de l'atténuation est inférieur aux bénéfices qu'on aurait induits par cette atténuation, sachant qu'encore une fois, c'est pas forcément sur les mêmes échelles de temps et c'est pas les mêmes acteurs qui sont impactés après du point de vue économique. Du point de vue personnel, en Île-de-France, il y a évidemment le report vers les transports publics pour ce qui est de l'aspect voiture.
Après, il y a, comme on le disait, la partie chauffage au bois qui est quand même aujourd'hui très impactante sur les particules en Île-de-France. Donc ça, ce sont 2 points. Voilà, si vous avez une résidence dans laquelle vous avez la possibilité de faire du chauffage au bois, il faut bien avoir en tête que les jours d'hiver où on a une couche limite qui est assez basse, on a forcément une accumulation de ces particules liées au chauffage au bois qui est importante. Merci pour votre exposé. C'est une question un peu politique, mais est-ce que l'impact des guerres actuelles a été un peu évalué sur les conséquences climatiques et la qualité de l'air ? Alors sur la qualité de l'air local où ça se déroule, on peut imaginer que c'est presque le moindre de leurs problèmes face au péril imminent auquel les gens font face. Après, sur ce qui est de l'impact en termes de CO2, enfin des gaz à effet de serre, ce sont des choses où on a dans les inventaires, on prend en compte l'ensemble des énergies fossiles qui sont brûlées, et donc ça fait partie de ce qu'il y a dans les inventaires. Après, ça reste quand même significatif. J'ai pas les chiffres en tête. C'est pas complètement négligeable, mais c'est quelque chose qui fait partie des inventaires que nous avons pour les différents pays. C'est plus, en fait, il y a plus un impact indirect sur la manière dont ça redistribue les cartes géopolitiques, et notamment l'accès aux énergies et la modification de la géopolitique de l'énergie. Je pense que c'est un point vraiment important dans les conflits actuels. Bonjour, merci pour votre exposé aussi. Et moi j'ai une question sur le méthane. On dit souvent que le méthane s'est produit notamment par la fonte des pergélisols ou les paies des vaches. Et est-ce que ça on peut agir facilement dessus, ou est-ce que les autres sources plus humaines sont plus faciles, enfin, c'est quoi l'ordre de grandeur, et est-ce que vraiment on peut agir sur ces parties-là ? Alors, il y a une grande partie des émissions de méthane qui sont naturelles, beaucoup liées aux zones humides, en fait, où on va avoir des processus anaérobies qui vont générer des émissions de méthane. Là aussi, il y a une incertitude assez importante sur ces émissions. Et il y a une partie qui est liée au dégel des pergélisols, effectivement. Aujourd'hui, on sait que ce dégel des pergélisols, il va contribuer à une émission de plus en plus forte de CO2 et de matière organique et de méthane. On n'attend pas une rétroaction, on n'attend pas un emballement à l'échelle de ce siècle des émissions liées au pergélisol, mais ça fait partie des rétroactions positives dans le système. Plus on réchauffe, plus on émet, et plus ces composés participent au réchauffement. Mais il y a eu un moment où on pensait que potentiellement c'était une sorte de bond climatique. Ce que l'on dit aujourd'hui dans le rapport du GIEC, c'est que ça va augmenter, mais qu'on n'a pas d'emballement de cette source à l'échelle de ce siècle. Là encore, il y a des incertitudes importantes, puisque le stock même de carbone et la manière dont la vie bactérienne dans les sols va être impactée reste difficile à cadrer. Et donc sur les sources anthropiques, on a une part importante qui est liée à l'exploitation et à la distribution de combustibles fossiles, les mines, la distribution de gaz naturel, les torchères par exemple, et une part tout aussi importante liée à l'agriculture, et notamment dans l'agriculture, la digestion des vaches, mais ça ressort par l'avant du système digestif des vaches. Donc c'est deux points sur lesquels on peut agir. Sur la partie énergie fossile, comme je vous disais, il y a une partie qui est de colmater les anciennes mines de charbon, d'avoir un contrôle sur les torchères où aujourd'hui la combustion est souvent incomplète et c'est des sources importantes de méthane.
Donc il y a toute une surveillance sur la partie exploitation de certains gisements dont on sait que c'est vraiment des hotspots d'émissions de méthane que l'on voit aujourd'hui par satellite et dont on peut vraiment dire que c'était sous-estimé. Une partie qui consiste à colmater les fuites tout au long de la chaîne de distribution. Sur la partie agricole, il y a une partie qui consiste à modifier l'alimentation des ruminants pour que du coup ils soient moins émetteurs, une partie de sélection de ces ruminants, et puis il y a une partie qui est aussi sur la diminution du cheptel. En fait, dans les mesures que l'on doit envisager aujourd'hui si on veut vraiment arriver à net zéro, il y a une partie importante sur l'agriculture qui est au travers notre alimentation et du fait d'avoir moins de protéines animales. Donc c'est pas être tous végétariens, mais c'est lever le pied très significativement sur les protéines animales, donc que ce soit les produits laitiers ou la viande, mais tout ça doit se faire dans un cadre où il y a des politiques aussi qui agissent sur la production agricole et sur les échanges aux frontières. Donc c'est pas simplement nous qui, par notre action citoyenne, modifions les pratiques agricoles, ça doit être pensé simultanément au travers de politiques publiques, mais il n'y a pas de scénario où on arrive à des émissions très basses sans une partie aussi de modification de notre alimentation à l'échelle mondiale et de réduction de notre consommation de protéines animales et donc notamment de viande bovine ou de laitage d'origine bovine. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, encore. Oui, tout d'abord, merci pour votre talk. Et ma question était un peu dans la continuité de l'avant-dernière. Est-ce qu'on peut avoir une crainte avec l'émergence des conflits géopolitiques qu'il y ait un décalage des priorités? Parce que, comme vous l'avez dit, les décisions doivent être prises assez rapidement puisque le net zéro, c'est un objectif qu'on doit avoir à l'échelle d'une dizaine d'années. Est-ce que vous observez un décalage des priorités, donc un ralentissement des décisions, et est-ce que c'est une crainte à avoir ? Alors c'est forcément une crainte à avoir. Aujourd'hui, ce qui est décidé, les engagements des pays sont décidés au travers des COP, les conférences des parties qui permettent de mettre en application ce qui a été décidé dans l'accord de Paris. Et ça fait partie, ce problème du climat, des problèmes sur lesquels on arrive quand même à avoir encore aujourd'hui tout le monde autour de la table, mais avec des enjeux et des priorités qui déjà, même indépendamment des conflits, sont très différents. C'est-à-dire qu'on a dans nos pays développés un enjeu très fort de réussir à garder notre même indice de développement humain, mais diminuer très fortement notre empreinte carbone, notamment en modifiant la manière dont on produit de l'énergie. Dans les pays en développement, leur enjeu principal, c'est l'accès au développement, c'est donner un accès à de l'eau propre, à un minimum d'énergie qui permettent de vivre décemment. Et eux, même s'ils ils sont déjà très impactés par le changement climatique, cet enjeu de l'accès au développement reste très très au-dessus de la pile, et ils voient parfois ces discussions internationales comme un moyen de les contraindre à ne pas se développer. Et en fait, on sait que un des leviers importants pour réussir à boucler l'équation, c'est aussi le transfert de technologies et le transfert de capitaux pour permettre que eux ne se développent pas sur les modèles de développement que l'on a eus, et que dès aujourd'hui, quand ils accèdent à l'énergie, ce soit à de l'énergie propre, parce que s'ils mettent en place des systèmes de production d'énergie qui sont basés sur les fossiles, ils sont partis pour plusieurs décennies d'émissions. En fait, il y a des effets de verrouillage qui vont être, une fois qu'on a investi, on ne va pas modifier complètement sa manière de produire de l'énergie. Donc cet enjeu de transfert, il est lié aussi à de la géopolitique, à des capacités
avancer tous ensemble. Et aujourd'hui, c'est aussi très crispé par des tensions internationales où on voit certains blocs se reformer et faire front contre les pays développés. Il y a eu beaucoup de discussions aussi dans les COP sur les fonds de dédommagement pour les pertes et dommages et qui doit gérer ces fonds. Est-ce que les pays en développement gèrent ces fonds par eux-mêmes ou est-ce que ça passe par la Banque mondiale, mais qui est quand même vu comme quelque chose qui est une vision très OCDE, pays développés. Donc derrière, il y a des très très fortes tensions qui sont exacerbées par ces conflits géopolitiques importants. Et après, on sait aussi que les crises climatiques peuvent venir aussi en superposition de certaines crises géopolitiques. Donc évidemment, tout ça, c'est pas des vases clos. Ça a des conséquences en termes d'impact des crises climatiques et en termes aussi de la capacité de négociation internationale qui peut y avoir. On le voit même dans le GIEC où historiquement, il y avait une majorité d'auteurs du GIEC qui étaient d'origine européenne ou américaine. Et en pratique, c'est sous l'égide de l'ONU. Et il doit y avoir une représentation dans le GIEC qui reflète aussi les populations mondiales. Et donc, on doit avoir des auteurs de tous les continents, mais on sent que même là, il commence à avoir une tension pour que vraiment la proportion d'auteurs reflète de plus en plus cette proportion mondiale, avec des fois des difficultés liées au fait que, par exemple, la modélisation du climat, c'est quand même majoritairement fait dans des pays qui ont des capacités de calcul importantes. Et donc, on n'a pas le même historique dans la manière dont on aborde ces questions scientifiques, mais là aussi, il y a des points de tension sur la représentation des auteurs. Donc c'est important d'avoir vraiment des représentations de tous les pays du monde parce qu'il y a vraiment des connaissances de terrain qui sont très spécifiques. Mais c'est des fois aussi un prétexte qui peut freiner aussi l'évaluation des connaissances. Dernière question peut-être, non? Oui. J'ai une question relativement à l'optimisme du fait que si on fait quelque chose maintenant, il va se passer quelque chose, au sens où vous avez dit que le temps typique de la variation du CO2 dans l'atmosphère, c'est 100 ans. Donc j'ai compris que pour le CH4, ça réagissait plus vite, il fallait se focaliser là-dessus, mais le CO2, je ne comprends pas très bien comment on peut avoir un effet en 2100 si on fait quelque chose aujourd'hui. Alors, le CO2, il a un effet cumulatif. Ce qu'on émet, la moitié est absorbée par l'océan et la biosphère, et une partie de ce CO2 va rester pour des siècles à des millénaires, si bien que tant qu'on continue d'émettre, on continue de cumuler du réchauffement. Si on émet moins, on cumule moins de réchauffement. Ce que l'on montre avec les modèles physiques du climat qui intègrent le cycle du carbone, c'est que si on arrive à arrêter complètement, si là aujourd'hui on arrêtait complètement d'émettre du CO2, on aurait une stabilisation de la température au niveau de réchauffement que l'on a atteint. Donc toute la difficulté, c'est comment on arrive à un moment donné et à quel moment à arriver à des émissions nulles de CO2. Donc c'est ça qui prend du temps. On ne peut pas aujourd'hui, instantanément, ne plus émettre de CO2 puisqu'on en a besoin aujourd'hui encore pour produire l'essentiel de l'énergie. Il n'y a pas d'inertie dans la réponse de l'atmosphère. Il n'y a pas d'inertie dans si on arrêtait aujourd'hui tout le CO2... Il y a des inerties, mais qui se compensent entre elles, parce que si on arrête d'émettre du CO2, il y a encore pendant un certain temps une partie du CO2 qui est captée par la biosphère et l'océan, qui vient compenser les effets d'inertie et de relargage de l'énergie de l'océan vers l'atmosphère. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'inertie et qu'on peut à tout moment stabiliser la température. Ça ne veut pas dire stabiliser toutes les conséquences. Encore une fois, la montée du niveau des mers est quelque chose qui va s'aggraver même si on stabilise la température. Mais toute la difficulté, c'est comment on arrive à un moment donné à net zéro. Et pour y arriver à un moment donné, il faut commencer
il faut même renforcer complètement notre diversification de la manière de produire de l'énergie pour, à un moment donné, ne plus du tout utiliser d'énergie fossile ou de manière très marginale. On pense que, par exemple, pour certaines applications, notamment l'aviation, on ne pourra pas se passer complètement des énergies fossiles, mais qu'on envisage de compenser, si on est sur des émissions très basses, par des puits artificiels de CO2. Et là, il y a différentes techniques envisagées qui toutes ont aussi des impacts. Donc ça ne peut être que quelque chose de résiduel. On ne peut pas se dire c'est magique, on va faire des bioénergies, on va brûler ces bioénergies en récupérant le CO2 et ça va être magique. Dans les scénarios où il y a un très fort recours aux bioénergies, on peut avoir jusqu'à la moitié des surfaces qui servent aujourd'hui à produire de l'alimentation qui sont converties pour faire des bioénergies. On voit bien que derrière, c'est des tensions énormes sur le système de production alimentaire, aussi sur les autres problématiques environnementales comme la perte de biodiversité, puisque c'est éventuellement un recours accru aux pesticides et à ce qui vient, et de pression sur les terres qui sont la pression dominante sur la biodiversité.